mardi matin à 8 heures. J'ai jamais raté le cours. J'ai trouvé ça. Moi, j'étais pas un étudiant. Il y avait un de vos professeurs qui disait tout à l'heure, parfois les étudiants viennent pas au cours, puis c'est difficile. Moi, j'étais un de ces étudiants difficiles qui allait pas beaucoup au cours. Mais le cours de physique théorique, le mardi matin, j'y allais. Et on avait d'autres cours. On avait des cours qui nous orientaient vers du génie civil, vers du génie électrique, vers un tas de choses. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dit, il faut que j'étudie ça. Je n'ai pas du tout pensé, est-ce qu'il y a des jobs dans ce métier-là? Puis si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, faites ce que vous aimez, étudiez ce que vous aimez, et puis après, vous verrez le moment venu. Ça, c'est comme ça, en tout cas, que moi, ça a fonctionné. Alors, vous êtes laissé guider, si je puis dire, par en fait, vos intérêts, ce qui vous intéressait en fait dans vos études. Vous avez fait justement une maîtrise en physique nucléaire. Pourquoi en fait l'ingénierie nucléaire? Vous souvenez-vous de précisément les raisons qui vous ont poussé à étudier dans ce genre de connaissances, de compétences-là? Mais vraiment, à l'époque, c'était ce que je c'est ce que je viens de dire, c'était vraiment l'intérêt pour la matière. Je me suis dit, si j'étudie pas ça maintenant, à 19-20 ans, probablement que j'étudierai jamais. Et puis, quand je suis arrivé en dernière année, là, j'ai quand même réfléchi à me dire, je vais prendre des cours en physique de l'état solide, je vais faire un travail de fin d'études dans un domaine plus de mécanique des fluides, mais assez théorique. Je n'oserais pas vous donner le titre de mon travail de fin d'études. Et vous avez certainement ça aussi. Et j'ai continué, je continuais en dernière année, j'avais encore des cours de mécanique quantique et de sujets très, très théoriques. Et puis, j'avais des cours de génie nucléaire, vraiment sur l'aspect de conception de réacteurs. Puis là, quand je suis sorti de mes études, je me suis rendu compte que dans une centrale nucléaire, il n'y a pas d'ingénieurs physiciens. Il y a des chimistes, il y a des électromécaniciens, il y a des gens de génie civil, il y a des gens de maintenance. Mais le physicien, lui, normalement, il fait la conception du réacteur. Puis là, ça a été 2 mois assez complexes en juillet-août 95 à me dire, mais que vais-je faire dans la vie? Alors, en fait, vous avez quand même vous vous demandiez qu'est-ce que vous alliez faire dans la vie. Bon, vous avez quand même eu une carrière qui a relativement bien été, si on en constate le résultat aujourd'hui. En fait, c'est le mois de l'éducation internationale à l'ETS et j'ai envie de vous poser une question avant d'aller plus loin justement dans votre carrière. Est-ce que pendant vos études en ingénierie, en fait, avez-vous fait une partie de vos études à l'étranger? Avez-vous fait ce qu'on appelle communément ici des échanges étudiants, aller étudier dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs, en fait, là? Qu'en est-il? Alors, j'ai pas fait ça, d'abord parce que, comme je vous disais, j'ai un certain âge, puis début des années 90, je ne sais plus de quand date le programme Erasmus, mais c'était le tout début en Europe du programme qui s'appelle Erasmus, et il y avait d'autres facultés avaient déjà des choses, mais il faut imaginer qu'il n'y avait pas d'Internet, donc on allait à des salons étudiants, on allait sur un stand, on discutait avec, par exemple, l'École polytechnique de Lausanne, puis vous donnez des brochures, puis après il fallait téléphoner, il fallait écrire une lettre. Donc il y avait des barrières à l'entrée qui étaient importantes. J'étais par contre devenu un très bon étudiant en première année, puis j'avais reçu une lettre du rectorat me disant « Vous avez très bien réussi votre première année, on peut vous aider ». Là, je suis allé au rectorat, une madame qui nous a présenté ça, puis nous a dit « Ouais, mais en polytechnique, il faut que vous trouviez le professeur à l'étranger qui va vous accueillir ». C'était pas possible. Donc le message de nouveau que si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. J'étais passé une semaine au CERN à Genève, j'étais passé une semaine à Saclay dans le sud de Paris, mais ce n'était pas des échanges. Ce qui est important, et vraiment, avec le recul, ce qui est intéressant, c'est de passer du temps. Ça fait 2 ans et quelques. J'ai travaillé 18 ans pour des Québécois, puis je pensais connaître pas mal la culture québécoise. Puis depuis 2 ans, j'ai eu, on peut en parler plus tard, mais des chocs culturels. Il y avait un bel article hier dans le Globe and Mail sur les Français qui arrivent au Québec et puis qui s'imaginent arriver en France parce que les gens parlent français, puis en fait, ils arrivent en fait en Amérique du Nord avec des gens qui parlent français, mais ils sont en Amérique du Nord. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les échanges, avec tout ce qui vous est facilité, si j'ai un conseil, faites-le. Puis si ça affecte votre note de fin d'année, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, vous le mentionnez, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée pour les échanges internationaux. J'ai moi-même plusieurs amis là, qui en ont fait, soit en Europe ou même en Asie, en fait. En fait, l'ETS encourage fortement les échanges culturels, et ce, à tous les cycles d'études. En fait, qu'on parle du baccalauréat, maîtrise, doctorat.
Elle a des ententes, en fait, de mobilité étudiante avec plus de 70 établissements dans 24 pays afin de concrétiser des séjours d'études, mais aussi des stages à l'étranger, des séjours de recherche, des missions technologiques. Quel rôle voyez-vous pour les universités, en fait? Quel rôle est-ce que les universités devraient jouer concernant les échanges étudiants? Vous parliez de barrières à l'entrée. Est-ce qu'il y en a encore que vous voyez que les universités pourraient contribuer à abattre à certains égards? Mais, je ne suis pas du tout dans le milieu universitaire, donc c'est difficile de répondre à ta question. Mais par contre, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Alors évidemment, nous, Boralex, on emploie un peu plus de 500 personnes, c'est pas beaucoup. On est une multinationale, ça c'est la bonne nouvelle. On a des gens en France, on a des gens aux États-Unis, on a des gens au Canada, au Québec, en Ontario, et on a quelques employés en Colombie-Britannique. Mais je pense que les entreprises doivent participer à ça, d'autant plus quand on est dans une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre technique, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Et je pense que justement, il faut redonner cette chose-là, cette chance qu'on a pu avoir pour certains. Moi, c'est vraiment une chance. Et donc, je vous invite vraiment chez nous, chez Boralex, ou dans d'autres sociétés, de frapper à la porte. Moi, ça fait 20 ans que je recrute des gens. Et quand j'ai 2 ingénieurs qui ont les mêmes qualités, mais l'expérience internationale, la capacité je ne sais pas si c'est un terme québécois, mais de se dépatouiller pour trouver un stage à l'étranger, pour arriver, vous comprenez le mot, de faire l'effort, d'aller dans une entreprise, de faire l'effort, de se trouver un logement et tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, moi, je vous invite vraiment à le faire. Si votre université m'entend, il devrait vous le faciliter et je pense que c'est vraiment important. Puis en plus, de nouveau, dans les années 90, oui, c'était le début de la mondialisation, mais aujourd'hui, aujourd'hui la supply chain, elle est mondiale. Vous allez parler avec des gens de toutes les cultures, donc il faut s'habituer à ça. Et au plus tôt on est confronté à ça, au mieux c'est. Et il y a une étude intéressante, vous trouvez sur Internet, il y a un article intéressant plutôt du Harvard Business Review qui parle de ça. Je pense que c'est des gens de la faculté de psychologie qui ont fait des études sur la connaissance de soi. Est-ce que vous connaissez, vous? Bonne question. Moi, à presque 50 ans, je peux vous dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais donc en fait, mais on peut mesurer comment on se connaît. Et ce qu'ils expliquent dans cet article-là, c'est que justement, les gens qui ont été à l'étranger pendant un certain temps, pas dans 12 pays différents, 3 semaines, mais 3 mois, 6 mois, 9 mois dans un autre pays, ils se connaissent mieux. Ils savent mieux qui ils sont par rapport à la culture dans laquelle ils ont grandi, parce que vous avez la culture dans laquelle vous grandissez, puis vous avez qui vous êtes, vous. Vous avez ce que pensent vos parents, mais vous avez ce que vous pensez, vous. Vous avez ce que pense votre conjoint, votre conjointe, mais vous avez ce que vous pensez, vous. Ça, il n'y a rien de plus important. Et quand vous arrivez en entretien d'embauche, ce n'est pas la culture de votre monde que vous devez expliquer, c'est qui vous êtes, vous. Quand vous travaillez avec des collègues, c'est ça qui apporte. Donc, je fais une longue réponse par rapport à la question des universités, mais je pense que c'est vraiment important de prendre ça en main. Est-ce dire que quelqu'un qui aurait une expérience internationale, en fait, de longue durée, aurait un avantage comparatif, en fait, dans un entretien, par exemple, chez Boralex? Si tel est le cas, est-ce que c'est vrai pour les postes d'entrée? Est-ce que c'est vrai aussi pour les postes de cadre, par exemple? Je pense que là, oui, il y aura un avantage dans, à mon avis, n'importe quelle entreprise qui se développe. Boralex, on se développe, on a un plan stratégique, on veut doubler. On est une entreprise qui est partie. Moi, quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 20 ans, on valait 125 millions de dollars en bourse. On vaut 4 milliards aujourd'hui. On a grandi. En France, j'ai commencé, j'étais le premier employé. Il y a 220 employés, je pense, en France aujourd'hui. Enfin, donc, c'est une entreprise dans laquelle on peut grandir, on peut amener des choses. Et donc, on a une croissance très importante prévue aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est 50 États, c'est différentes régions, c'est différentes cultures de nouveau. Et donc, le fait d'avoir une expérience internationale est importante. Moi, quand comme tu disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler en France, parce que justement, dans les 2 mois de l'été 95, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu travailles, il faut que tu sois indépendant. J'ai cherché du boulot en Belgique et en France. À l'époque, il y avait peu de gens cherchaient à l'étranger. Et
Et j'ai commencé à travailler en France en pensant que je connaissais la France. Quand on est belge francophone, on va en général en vacances en France, on étudie la littérature française, on lit parfois la presse française, on regarde la télévision, le journal télévisé en Belgique, c'est 19h30, en France, c'est 20h. Donc on zappe à 20h, puis on regarde les nouvelles en France, donc on connaît très bien la France. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait tellement de choses qui étaient différentes entre ces deux pays. Et en fait, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez l'appliquer. J'ai très vite travaillé pour EDF, pour les ventes d'EDF en Angleterre, puis je voyais des Français puis des Anglais qui étaient ensemble. Puis les Français avaient des réactions vis-à-vis des Anglais, parce qu'il y a une petite rivalité. Hein. Quand vous êtes belge, vous êtes rival de personne. Hein. Vous êtes toujours petit. Quand vous êtes Français, vous avez une frustration potentielle, peut-être des Français à la salle, mais je pense qu'ils se reconnaîtront vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis des Anglais, et inversement. Et donc, c'est super important parce que ça vous permet de comprendre justement, puis un jour en négociation, mais vous allez prendre du recul, vous allez regarder les choses et dire, là, c'est un problème multiculturel, les gens ne se comprennent pas. Et donc, ça apporte énormément dans les entreprises. Pendant longtemps, moi, j'ai servi de pont entre mes équipes de Français puis les Québécois de Montréal. Puis aujourd'hui, je le fais encore parce que justement, on parle la même langue, mais on dit des choses parfois différentes, ou on a un concept, on croit que c'est le même, mais en fait, c'est très différent ce qu'il y a derrière ce concept. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez des États-Unis. Bon, c'est vrai, en fait, que les États-Unis sont, bien que ce soit un très grand pays, il y a toutes sortes de différences culturelles au sein même de ce pays-là. Vous dites, en fait, comme Belge, que vous avez grandi beaucoup avec la culture française. La plupart, en fait, des Belges, de ce que je comprends, consomment la culture ou les nouvelles qui viennent de France. Pour vous qui êtes arrivé ici, au Québec, il y a de cela presque 2 ans maintenant. Et je reviens à votre carrière dans un instant, mais en fait, je me permets de rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Comment est-ce que vous percevez la compréhension et la connaissance des Québécois de la culture du reste du Canada et inversement, en fait? C'est quoi votre regard par rapport à ça? Parce qu'on dit, bon, au sein même d'un pays, il peuvent subsister des différences culturelles. Quel risque ou quelle opportunité aussi voyez-vous, en fait, dans cet échange-là intra-canadien, en fait? C'est quoi votre perception? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, je pense que, d'abord, comme je vous le disais, moi, j'ai travaillé 18 ans pour Boralex en France. Puis je n'avais pas du tout cette vision je vais dire on peut dire des tensions politiques, des différentes cultures, de la richesse. Bruxelles, c'est une ville qui est pas mal bilingue, comme, si on peut dire ça de Montréal, hein, je pense, après les élections, pas mal bilingue comme Montréal. Mais justement, c'est des choses qu'on voit très peu quand on est à l'extérieur. Puis là, je passe du temps à l'expliquer à des collègues et à essayer aussi de le comprendre parce que c'est très intéressant. Vous allez visiter le musée de la civilisation à Québec et aller visiter les musées d'histoire du Canada à Ottawa. C'est un choc. C'est un choc. Vous n'avez pas de jugement à avoir, mais l'histoire n'est pas présentée de la même façon. Et d'ailleurs, les histoires, en général, sont là pour renforcer un sentiment national. C'est la même chose en France, c'est la même chose en Belgique. Vous savez, on dit que Jules César a écrit que les Belges de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Hein, vous trouvez ça dans Astérix. Et ça, c'est quoi? C'est pour renforcer le sentiment national des Belges. Mais vous avez ça dans toutes les cultures au monde. Et donc, c'est très intéressant de comprendre ça, parce que je reviens, pourquoi c'est intéressant professionnellement? C'est parce que la diversité est intéressante. La diversité, elle est fondamentalement intéressante. Vous prenez un ingénieur homme, un ingénieur femme, vous allez avoir une vision des choses qui va être différente. Vous avez un ingénieur avec une autre origine, ou qui a grandi ici, mais qui a simplement une autre origine, dans un autre milieu social, vous allez avoir des réponses différentes. Donc, vous allez avoir plus de créativité. Puis ce qu'on veut dans les entreprises, c'est plus de créativité. Il n'y a pas de doute. Ce qui différencie les entreprises, ce n'est pas de faire comme le voisin, c'est de faire différemment, mieux, plus vite. Et donc, c'est là où on a besoin d'avoir des équipes qui sont capables de se comprendre. Si on est tous les mêmes, moi, à une époque, j'étais très, très bête. J'avais un comité de direction en France. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis intelligent, mais j'ai évolué. J'avais un comité de direction en France et je disais, c'est incroyable, on n'a pas besoin de se parler, on a le même avis. C'est très efficace. Quand j'étais tout seul, c'était normal. Quand on était 4,
Mais quand à un moment donné, vous arrivez à une étape où là, vous passez une autre étape, puis là, vous avez besoin de cette diversité. Et c'est justement parce que vous n'imaginez pas, en tout cas, peut-être que vous l'imaginez, mais moi, je ne l'imaginais pas, les problèmes, on en parlait tout à l'heure pour des projets, tu disais que des projets énergétiques, ils sont rarement bloqués pour des questions de design ou de finance, ils sont bloqués pour des questions d'acceptabilité sociale ou de politique. Eh bien, dans les entreprises, l'inefficacité, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents, ce n'est pas parce qu'un plus un n'est pas égal à deux, c'est parce que les gens ne se comprennent pas. Et le temps qu'on perd, c'est là-dessus. Donc, si on peut gagner ce temps-là, on est plus efficace. On gagne en efficacité. Diriez-vous aussi que dans le cas de Boralex, par exemple, depuis qu'elle fait affaire davantage à l'international et notamment aux États-Unis, diriez-vous que Boralex est devenue une organisation plus innovante? C'est certain. Boralex est devenu, je pense qu'on est devenu plus innovant simplement du fait qu'on avait un pied en Europe, parce que les énergies renouvelables. En Europe, vous avez moins d'espace, l'énergie coûte plus cher, les charges sociales sur les salaires sont plus élevées, et donc pour être compétitif, vous avez besoin d'être meilleur comme en ingénierie, en gestion, dans un tas de domaines. Et donc toutes les entreprises sont comme ça. L'Europe a commencé la transition énergétique plus tôt, certains pays. On peut parler longuement de est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas réussi, mais le début a commencé en Europe. Les fournisseurs d'éoliennes, les fournisseurs de panneaux solaires, à l'origine, sont toutes des sociétés européennes. Mais vous trouvez la même chose dans le papier. Si vous voulez faire tourner une papeterie, on est issu du groupe Cascade, donc j'ai une certaine expérience, en tout cas, au moins d'avoir échangé avec des collègues. Vous voulez faire tourner une papeterie en Europe, vous voulez la faire tourner en Amérique du Nord, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que, pour revenir à ta question, le fait de regarder à l'extérieur comment les choses se font, c'est ça qui peut développer votre différence. Si vous n'ouvrez pas la fenêtre pour voir comment les choses se passent à l'étranger, puis oui, les États-Unis vont nous apporter beaucoup de richesses, dans le sens de nouvelles choses, de façons de faire, de remettre en question. Puis ça aussi, c'est important quand on gère une organisation, c'est d'être capable aussi de dire, mais là-bas, ils font mieux que ce que nous faisons, puis peut-être qu'on le fait depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de sens, la façon dont on le faisait. Ça veut dire qu'on peut s'améliorer aujourd'hui pour faire mieux. Et je pense que c'est ça l'intérêt de la diversité, c'est ça l'intérêt d'aller à l'étranger en tant qu'entreprise. Je comprends tout à fait. Vous parlez en fait aussi, sous l'angle de la direction d'organisation, direction d'entreprise. Parlons-en justement en fait de cet aspect-là de votre profil. En fait, je reviens un petit peu à votre cheminement. Par suite de votre maîtrise en génie, en fait, vous avez travaillé chez Énergie de France, donc EDF, justement en France, comme ingénieur et gestionnaire de projet. En même temps, en fait, vous complétez une deuxième maîtrise, celle-là en management, justement, à la Solvay Bruxelles School. Est-ce que vous étiez conscient, parce que depuis tantôt, vous nous parlez de différents enjeux qui touchent les organisations, notamment la diversité, l'innovation, les échanges internationaux. Est-ce que vous étiez déjà conscient, lorsque vous étudiez à la maîtrise en management, que vous occuperiez ce type de fonction-là dans votre carrière ou c'était pas, c'était pas prévu? Non, pas du tout. C'était pas prévu. En tout cas, ce n'était pas dans mon plan de carrière de me dire un jour je veux être CEO d'une organisation. Ce qui est apparu clairement, à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte, d'abord, en faisant mes études à Solvay, c'était l'équivalent d'un MBA, je me suis dit, parce que je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais à l'université de Bruxelles, on était polytechnique, on regardait les gens de Solvay un peu comme Polytechnique et HEC ici à Montréal, où l'ETS doit avoir aussi son école de gestion ou son école de gestion apparentée, puis on les regarde, on dit, il y a nous, puis il y a eux. Hein? Puis nous, on est meilleurs, c'est sûr. Ça, c'était en tout cas notre vision là-bas. Et puis, quand j'ai commencé ces études, je me suis dit, non, il y a plein de choses intéressantes. Ma réflexion, c'était en sortant de 5 années de physique en particulier, je me suis dit, c'est plus simple à étudier, mais c'est plus complexe à appliquer. Il y a des choses simples dans la vie, il y a des choses compliquées, puis il y a des choses complexes. Les choses complexes, c'est ce qui continue de changer. Et ça m'a intéressé. Et après, il y a une autre chose qui est arrivée, c'est que je me suis rendu compte que si je reculais en arrière dans ma vie, souvent j'étais devenu le leader de l'organisation où j'étais. J'ai travaillé pour EDF, puis il y avait 126 000 personnes.
Puis à l'époque, on ne disait pas non, mais les ingénieurs belges, on va favoriser parce qu'ils sont différents. C'était plutôt l'inverse, c'est assez conservateur. Et donc, puis j'ai décidé d'aller dans une filiale d'EDF. J'avais besoin d'un sas de décompression avant de quitter la grande entreprise. Je ne savais pas que j'allais la quitter un jour. Puis je me disais, EDF est présent à l'international, en Amérique du Sud, ailleurs. Puis je suis allé dans une filiale. Et là, le premier jour où je suis arrivé, on m'a dit, ben là, on vient de signer un contrat avec une entreprise québécoise. On va vendre de la vapeur à un client qui est aussi québécois. C'était une filiale du groupe Cascade. Occupe-toi de ce projet. Puis c'est comme ça que j'ai connu le Québec. Et ça, c'est quelque chose de... Je pense, si vous parlez à vos parents, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'ai un jour demandé à mon père est médecin, puis il s'occupait de physique, de médecine nucléaire, donc de caméras à scintillation. Puis je me suis dit, comment t'es arrivé là? Puis le cheminement, c'était juste le hasard. C'était juste le hasard d'avoir toujours fait quelque chose. Mon grand-père m'avait offert un bouquin c'était le patron des patrons de Belge à un moment donné. Le titre de son bouquin, ça s'appelait S'engager et puis voir. Puis j'ai lu ça, je devais avoir 19-20 ans. Je n'ai pas trop compris. Aujourd'hui, je peux vous expliquer ce que c'est. C'est que quand une opportunité se présente, on peut la regarder en se disant waouh, c'est une opportunité, comment je vais la saisir, comment je vais j'accepte pas tout, mais comment je vais adapter, puis qu'est-ce que ça m'apporte. On peut aussi se dire non, je reste dans ma zone de confort, je reste dans ce que j'ai. Quand j'ai quitté EDF, finalement la filiale, pour aller travailler pour les Québécois qui 2 ans plus tard m'avaient proposé de travailler pour eux, puis que je racontais à des gens que j'étais tout seul en France, que je travaillais pour une petite société québécoise, qu'on avait une cogénération de 12 mégawatts en construction, puis que littéralement, je travaillais dans la roulotte de chantier. Ils me disaient, mais ce mec est complètement fou. J'étais pas visionnaire, je vous l'assure, j'étais pas visionnaire. J'étais probablement un peu inconscient, j'avais envie de faire des choses intéressantes. Mais je pense que c'est comme ça que se construit une carrière. Ça veut dire que oui, vous pouvez avoir une carrière linéaire. Il y a d'ailleurs, si vous cherchez, vous avez aussi des analyses qui ont été faites là-dessus. Les gens qui deviennent CEO plus jeunes, c'est souvent des gens qui ont fait des moves un peu bizarres. Dans l'entreprise, on leur a dit, tiens, ce truc-là, ça ne marche pas bien, occupe-toi de ça. Puis quand ils réussissent, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils se dépatouillent dans quelque chose de compliqué, et puis on leur donne une autre chose compliquée de ça. Ce n'est pas un but dans la vie non plus de devenir CEO, je vous le dis. Le but dans la vie, c'est de s'amuser, c'est de faire des choses qu'on aime, c'est d'avoir des choses dans lesquelles on a du plaisir. Moi, il se fait que j'ai du plaisir à mener des humains, j'ai du plaisir à donner du sens, j'ai du plaisir à gagner, à faire gagner mon équipe, et c'est ça qui m'a amené là. Donc ce que je veux dire par là, c'est aller vers ce qui vous amuse et essayez de voir les opportunités quand elles sont là. Puis après, à un moment donné, ce n'est pas toujours rationnel, mais écoutez votre feeling aussi. Là. Donc, d'avoir davantage une approche prospective ou opportuniste en quelque sorte qu'une approche un peu planificatrice, comme si justement la vie, on pouvait tout prévoir, en fait, et tout contrôler à certains égards. Puis ça nécessite après de s'engager. Enfin, je veux dire, là, je raconte ça, c'est comme si c'était un long fleuve tranquille. Je peux vous dire qu'il y a eu des moments où il y a des doutes, il y a des questions, il y a des problèmes, il y a des opportunités qui ne se réalisent pas. Et puis on se reprend, enfin, on réfléchit, puis on sait pourquoi, on essaie de réfléchir à pourquoi on est là, puis est-ce qu'on veut faire l'effort. Mais moi, c'est comme ça que ma carrière s'est faite. C'est vraiment de se dire, je saisis des opportunités, je m'engage et puis je vois. Puis c'est un peu comme ça que je suis venu au Québec. Mon patron, un jour, Patrick Lemaire, m'a dit qu'est-ce que tu penserais de me succéder? Puis, c'était pas dans mes plans. Puis, on a parlé avec mon épouse, on a parlé avec des enfants, on a parlé avec d'autres personnes. Puis, on s'est dit OK, on va tenter cette aventure. Ça ne va pas se présenter 2 fois dans la vie. Puis, je suis là devant vous aujourd'hui. En fait, heureux que le Québec, en fait, que vous et le Québec vous soyez rencontrés, en fait, sinon on ne serait pas ici en ce moment. Vous parliez précédemment justement de Boralex. Vous parliez ça avait commencé en France dans une roulotte de chantier, tout ça. Parlons-en, en fait, plus amplement. Vous y arrivez en 2001 et vous avez toujours occupé justement de hautes fonctions, justement directeur général en Europe, vice-président, chef des opérations. Lorsque vous avez, en fait,
lorsque l'on a une conversation justement en marge de cet entretien-ci, vous m'aviez mentionné que l'expérience internationale était quelque chose que vous recherchiez particulièrement lorsque vous cherchez à embaucher des ingénieurs, des gestionnaires. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi? Je rajouterais peut-être un élément de détail, en fait. Est-ce que le multilinguisme, en fait, pour aborder ce sous-thème-là, en fait, de la conversation d'aujourd'hui, est un avantage lorsque vient le temps de postuler pour une entreprise internationale comme Boralex? Et si oui, peut-être quelle langue, en fait, vous suggéreriez-vous? Parce qu'on entend souvent parler forcément de l'anglais, du mandarin. Est-ce que vous avez des conseils, en fait, à nous donner là-dessus? Oui, je pense que ça aussi, ça a été un choc pour moi. Je cherchais de l'emploi en France et en Belgique en même temps. Et en Belgique, quand on vous posait des questions, comme sans doute ça peut se faire au Québec, on vous pose des questions en français, on vous pose des questions en anglais, et vous avez compris que vous répondez dans la langue dans laquelle on vous a posé la question. En Belgique, on vous posait aussi des questions en néerlandais, donc il y avait 3 langues. J'ai passé des entretiens d'embauche où on passait 3 langues en revue, puis c'était comme ça. Et puis je suis arrivé en France, puis un jour, j'ai passé des entretiens en français, puis on me demandait si je parlais anglais. Puis je disais oui, je parle anglais. Puis je m'attendais à ce qu'on me pose des questions en anglais, puis on me parlait en français. Et ça, c'était typique d'un grand pays, de nouveau, c'était un choc culturel. Je pense que le fait une langue, c'est ça que je voulais te répondre, c'est que connaître une langue, c'est aussi approcher une culture. On revient à des choses que j'ai dites avant, mais à un moment donné, en 2007, on avait commencé à faire du développement en Italie, puis je me suis dit, Patrick, si tu veux comprendre quelque chose, oui, on avait des conseillers, oui, on avait quelqu'un qui traduisait, on pouvait tenir certaines rencontres en anglais, mais quand vous parlez aux développeurs éoliens locaux du fin fond de Basilicate, là, ils ne parlent pas anglais, hein, ils parlent italien, donc votre conseiller doit traduire. À un moment donné, vous dites, je suis en réunion de négociation, je veux justement avoir ce feeling de savoir si le projet est bon ou pas. Donc j'ai fait l'effort d'apprendre de l'italien, puis aujourd'hui je suis encore capable, comme je dis souvent, de prendre l'apéro en italien. Je ne suis pas capable de négocier, mais j'étais capable de comprendre ce qui se passait dans une rencontre. Et ce que j'ai découvert en travaillant ça, c'est que je me suis rendu compte que c'est la meilleure façon d'approcher une culture. Ça vous crée une autre façon, un autre langage, une autre façon de réfléchir. Donc après, quelles sont les langues à parler aujourd'hui? Évidemment, la réponse bateau, c'est de vous dire ben, apprenez le mandarin. Peut-être, j'en ai pas d'idée. Je pense que ce qui est important, ce que je constate, c'est que les gens qui en parlent 3 des langues, ben, ils ont facilité d'en apprendre une 4e. J'ai employé un jour quelqu'un qui, justement, un jeune ingénieur français, il avait été faire sa dernière année d'études à Séville. Puis il était parti en stage en Amérique du Sud, il s'embêtait un petit peu en Argentine, il était un peu trop seul, il avait pris des cours de portugais, il était revenu, il avait travaillé au Portugal, et en 3 ans, il avait appris 2 langues de plus. Mais quand il se présente à l'entretien d'embauche, il a un avantage, c'est certain, puis il a surtout un avantage d'ouverture sur le monde. Et donc voilà, je pense que moi je vous conseille vraiment de travailler là. En tant qu'ingénieur, de nouveau, faites cet effort. Si vous faites des études d'ingénieur, votre cerveau, il est capable de faire ça, puis ça va vous apporter bien plus que d'avoir une langue sur votre CV. Ça va vous apporter la capacité à un moment donné de regarder un film en italien, en portugais, en espagnol, peu importe la langue, ou en mandarin. Là, moi, personnellement, ça me paraît tellement loin que j'ai un peu de difficulté, mais je pense que c'est intéressant de comprendre ça. Il y a des images dans les langues, il y a des mots qui n'existent pas en français, qui n'existent pas en anglais, puis qui existent dans d'autres langues, qui sont des concepts. Donc, je trouve que ça ouvre un peu l'esprit aussi. Oui, vous avez raison, en fait. Donc, la langue, non pas simplement comme outil de promotion de soi, en fait, mais comme outil d'apprentissage. Vous avez dit aussi précédemment dans cet entretien-ci que le voyage ou l'apprentissage de d'autres langues, en fait, permettent une meilleure connaissance de soi. Il permet certainement de surcroît une meilleure connaissance des autres, en fait. Quels sont, selon vous, les ingrédients qui vous permettent pour permettre, en fait, de mieux connaître les autres? On a parlé de la langue. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients, selon vous, peut-être plus au plan relationnel, du savoir-être, qui peuvent en fait, faciliter, en fait, le fait d'entrer en contact avec des gens de différentes langues, de différentes cultures? Mais ça, c'est valable. C'est valable pour toutes vos relations. Mais le premier point, c'est poser des questions, puis écouter. Quand on raconte sa vie, là, comme je le fais, on n'apprend pas grand-chose.
quand on pose des questions, quand on n'a pas peur de poser des questions, quand consciemment, on dit, bon, la personne, elle parle beaucoup. Moi, je le fais aujourd'hui. Si vous voulez vendre quelque chose à un client, je n'irai pas plus loin, là, mais dans les relations humaines, en général, posez des questions, puis ça va vous permettre d'apprendre, de connaître. Puis l'aspect d'écoute. Ah, les Français ne travaillent pas beaucoup. Beau cliché. Allez travailler dans une entreprise française comme cadre ou comme ingénieur, vous allez vous rendre compte qu'ils font plus d'heures qu'au Québec. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus efficaces, mais en termes d'heures de travail, les Français travaillent énormément. Oui, en moyenne, il y a des choses, il y a des règles, mais tout le monde fait des heures supplémentaires. Puis les cadres sont au forfait journalier, donc ils font pas. Donc il y a des clichés qu'on peut avoir. Et en fait, il faut essayer de se battre. C'est valable pour ça, c'est valable pour d'autres diversités, que ce soit des origines raciales, que ce soit des sujets de religion. Moi là, je me suis rendu compte en discutant avec des collègues qu'il fallait que j'affirme ça plus, parce que moi, ça me fait ni chaud ni froid. L'orientation sexuelle, parlons-en, n'importe quoi. Je travaille avec une personne. Moi, j'avais des collègues, j'allais dire des copains, j'avais des collègues en France qui faisaient le ramadan. Puis pendant la période du ramadan, le ramadan, ces dernières années, il était au mois de juin. Quand on est en juin en France, puis que la journée est très longue, là, c'est dur le ramadan. Mais moi, j'avais de l'admiration pour eux. Puis c'était naturel, c'était pas un truc. Donc, ce que je pense qui est important, c'est ça, c'est l'écoute, puis se dire quel est le cliché qui fait que je réagis comme ça, quel est mon réflexe. Puis c'est dans des choses, je te disais tout à l'heure, un choc culturel que j'ai eu en arrivant au Québec après 18 ans à parler avec des Québécois, c'est ma première réunion de parents. C'est bizarre, hein? Mais la façon dont les parents s'adressent aux professeurs, aux directeurs d'école, l'exigence, mais ils vont là, ils disent je paye des impôts quand c'est l'école publique, ou j'ai droit à un service. En France, en Belgique, vous dites peut-être que si j'osais vous poser une question, donc, mais c'est un monde de différence. C'est un monde de différence. Mais ça faisait 18 ans que je travaillais pour des Québécois, mais ça, je ne l'avais pas vécu. Et en fait, on a des exemples comme ça dans des réunions. Si vous avez si vous avez une négociation avec des Allemands, arrivez 10 minutes avant. Si vous avez des réunions avec des Espagnols, s'ils arrivent 1 heure en retard, c'est pas grave. Ils vous respectent. Dans leur tête, ils vous respectent. Si vous avez des réunions avec des Belges, ils vont arriver à peu près en même temps que les Québécois. Les Français vont être un tout petit peu plus tard. Mais c'est un exemple un peu, de nouveau, je fais plein de clichés, mais c'est volontaire. C'est parce que, mais il faut comprendre ça. Et c'est très important. Donc, parce qu'on a tous des clichés. Donc, il faut se dire à un moment donné, OK, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Comment je me mets dans ses chaussures? Et de nouveau, c'est valable par rapport à des différences de culture, c'est valable par rapport à un collègue, c'est valable avec l'âge. Quand vous parlez avec des gens comme vous, qui pourraient être mes enfants, c'est sûr que vous avez une vision du monde qui est totalement différente. Puis elle est aussi valide que la mienne. Elle est riche, est intéressante, vous avez vos enjeux, entre guillemets, j'ai les miens, ils sont souvent communs d'ailleurs, mais il faut qu'on apprenne à se comprendre. Et c'est la même chose, et je pense que travailler ça consciemment, ça amène plus de richesse, pardon, plus de créativité, plus de richesse financière aussi à la fin. C'est ça qui est important. Donc, vous dites en fait, bon, en fait, si je résume, on a parlé de la connaissance de soi, de la connaissance des autres, de l'amélioration en fait des conditions en fait de la communication, l'amélioration du fait de se comprendre mutuellement. J'ai envie de vous poser une question. Puis en fait, le fait que vous soyez au Québec depuis presque 2 ans maintenant me permet un peu de poser cette question-là. En fait, c'est une question qui est en lien avec le concept d'altérité, en fait. Vous avez vous-même vécu, travaillé dans plusieurs pays, que ce soit en Europe ou ici. Lorsqu'on vit ailleurs, en particulier pour de longues périodes, est-ce qu'on ne devient pas en fait un peu l'autre? Et jusqu'à quel degré, on dit souvent, par exemple, qu'on peut sortir le Québécois du Québec, mais on ne peut pas sortir le Québec du Québécois. On pourrait dire ça en fait d'un peu tout le monde en réalité. Jusqu'où est-ce qu'on reste le même et jusqu'où est-ce qu'on change lorsqu'on entre en contact avec des gens de différentes cultures et surtout lorsqu'on vit ailleurs, en fait?
Ça mérite toute une conférence, cette question-là. Et je ne suis pas sûr d'être le mieux placé, mais pour te parler de mon expérience, quand on rencontre un Belge, en général, la première question qu'on lui pose, c'est « Vous êtes flamand ou wallon ?» Ça, c'est la première question qu'on pose à un Belge. Moi, je dis toujours, je suis 4 quarts, ou half and half, hein, en irlandais, là. Mais j'ai une grand-mère flamande mariée avec un grand-père wallon, puis une autre grand-mère wallonne mariée avec un grand-père flamand. Donc, c'est un peu complexe. Puis, en fait, on est tous complexes comme ça. Après ça, effectivement, j'ai travaillé en France 23 ans et je me sens pas mal français. Je suis retourné en France il y a 3 semaines là, pour le boulot. Et quand je me suis retrouvé à Paris, j'étais comme chez moi. Au niveau émotionnel, j'entends, j'avais le même sentiment que d'arriver à Bruxelles quelques jours avant. Puis quand je me suis retrouvé à Lille, où j'ai travaillé longtemps, j'étais aussi comme chez moi. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que puis quand je suis arrivé à Montréal, je me sentais chez moi parce qu'il y avait ma femme et mes enfants, puis il y avait un aspect de culture. Donc en fait, nos identités, elles sont multiples et elles se créent au fur et à mesure de la vie. Alors, je ne vais pas faire toute la conférence là-dessus. Je vous conseille un super bouquin qui s'appelle « Les identités meurtrières » d'Amin Malouf. Il a écrit ça avant le 11 septembre 2001. Et lui, on lui posait la question, est-ce que vous êtes plutôt libanais ou français? Est-ce que vous êtes... Bon. Et en fait, on a tous des identités multiples. Et souvent, ce qui ressort comme identité, c'est celle que l'autre agresse, conteste, peu importe. Et donc, moi, si tu attaques les Flamands, je vais me sentir flamand. Si tu attaques les Européens, je vais me sentir européen. Puis si tu attaques si quelqu'un dans la salle dit que les Québécois, il y a plein de problèmes, je vais me sentir québécois. Et en fait, c'est pas problématique. C'est simplement de comprendre de nouveau qu'on a des identités multiples et qui évoluent. Ton point est bon, ça évolue au cours de la vie. Et d'ailleurs, c'est un très bon livre, honnêtement. Je l'ai lu aussi, en fait, dans la dernière année. Là, donc, c'est un espèce de drôle de hasard que vous en parliez aujourd'hui. J'abonde dans votre sens, en fait. C'est un livre qui est beaucoup dans la nuance, puis qui, en fait, justement, traite de toutes sortes de thèmes qui sont liés justement à l'identité culturelle, nationale, que sais-je. Donc, en fait, je le recommande. J'abonde dans votre sens, en fait. On est presque rendu à la période des questions, en fait. Martin, est-ce que tu me corriges? C'est bel et bien le cas? D'accord. Je vais prendre quand même le temps de poser une dernière question, en fait, avant qu'on lance le bal avec Mariam. En fait, bref, c'est ça. En fait, vous aimeriez profiter, en fait, on en a parlé en fait avant la conférence, là, vous aimeriez profiter de cette période d'échange-là avec l'auditoire, les gens en ligne, pour vous enquérir en fait de ce que les étudiants pensent de la lutte au changement climatique dans le contexte de la COP26, en fait, et qui a eu lieu en Écosse. Pourquoi est-ce que cette question-là vous touche particulièrement? Pourquoi souhaitez-vous, en fait, échanger là-dessus avec l'auditoire? Qui, en fait, je le rappelle, en fait, à titre indicatif, est composé majoritairement de jeunes, de surcroît, de futurs ingénieurs. Mais la raison pour laquelle je trouverais intéressant d'avoir votre input, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a probablement 25 ans d'écart, ou un peu plus même, peut-être 30. C'est un enjeu qui est, pour moi, c'est le risque principal. Hein. Les entreprises, on gère des risques tous les jours. Puis le risque, c'est quand ça vient toucher notre système dans lequel on vit tous, puis c'est le seul système dans lequel on vit qu'on n'a pas créé en tant qu'homme, ou à peu près. La biodiversité, puis les aspects climatiques. Le reste, le taux d'intérêt, oui, c'est un risque, mais il y a une banque centrale qui peut injecter de l'argent, imprimer la monnaie, et puis ça se gère. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, ok, mais on va former plus d'ingénieurs, on va ouvrir l'immigration, on va faire un tas de choses, ça se gère. Le sujet du dérèglement climatique, c'est un sujet qui paraissait très lointain il y a de nombreuses années, puis qui est là, on en voit des conséquences, puis même si on n'est pas capable de faire le lien direct entre le réchauffement climatique puis telles conséquences, ce qu'on sait, c'est qu'à 30 ans, le GIEC disait déjà, et les scientifiques en général disaient déjà, on va avoir plus d'événements extrêmes. Et donc c'est pour ça que je trouve ça important, je trouve ça intéressant d'en parler, puis je pense que les ingénieurs,
le but, c'est d'essayer de créer le monde de la technologie de demain, finalement, hein, qui va nous permettre de sortir, de régler un certain nombre de problèmes. À une époque, c'était nourrir le monde, c'était d'amener de l'énergie dans le monde, c'était d'amener des hôpitaux de qualité, c'est tout ça. Aujourd'hui, on a atteint, en tout cas dans le monde occidental, j'entends, on a atteint un niveau dans lequel on a besoin de plusieurs planètes par rapport à notre impact à chacun d'entre nous. Et donc, il faut arriver et je crois sincèrement pas qu'on est capable de garder le même niveau, enfin, la définition est complexe, mais le même niveau de vie sans totalement, mais on a certainement la possibilité de créer des choses qui vont permettre, en termes d'efficacité énergétique, ça aussi c'est un choc culturel quand vous arrivez au Québec et que vous avez vécu en Europe et que vous avez payé de l'énergie chère et que vous voyez l'isolation des maisons, on est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on fait ici. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et que les jeunes ingénieurs, quand on se projette, je trouve que c'est passionnant, il y a plein de choses à faire, puis c'est là où je trouve ça intéressant d'échanger un petit peu. On va aller prendre des questions dans l'auditoire et sur, en fait, et sur le web. J'ai une dernière question en fait à vous poser par rapport à ça. Trouvez-vous que vous dites que c'est l'enjeu en fait, le plus criant, le plus important, et c'est le plus grand risque, en fait, les changements climatiques posent le plus grand risque, pas juste pour la société, mais aussi pour les entreprises. Diriez-vous que, puis en tant que président directeur général d'une société cotée à la bourse et tout ça, croyez-vous que cet enjeu-là en est venu à changer la conception de la valeur pour le milieu des affaires et en fait les entreprises et tout ça? La réponse est oui, et le commentaire, c'est pas encore assez. Okay? C'est-à-dire que oui, c'est un vrai sujet. Et moi, je fais des rencontres investisseurs, on va dire tous les 15 jours à peu près, ou toutes les 3 semaines. Je rencontre des investisseurs une journée, puis on en rencontre plusieurs dans la journée. Donc, on a pas mal le pouls. Et donc, on a des questions de comment vous adapter au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, puis on ne sait pas encore très bien jusqu'où ça va aller. Mais quand vous faites un investissement dans des panneaux solaires, dans des éoliennes, vous planifiez sur de nombreuses années. Si le climat change totalement, si une catastrophe se passe, mais comment est-ce qu'on s'organise? Puis c'est valide dans tous nos métiers, dans tous nos business. Si vous faites un emprunt pour votre hypothèque, pour votre maison sur 25 ans, il sera quoi le climat dans 25 ans? C'est une vraie question. On arrive, quand moi j'ai fait mon premier emprunt, on ne parlait pas de ça, mais aujourd'hui le GIEC dit on a 10 ans de budget en business as usual, sinon il ne se passe rien de grave. On sort de tous les modèles qu'on est capable de faire aujourd'hui, puis l'incertitude est telle qu'on ne peut pas dire ce qui va se passer. Bon, c'est difficile à expliquer ça. Hein. Quand on a des ingénieurs, vous comprenez tout de suite ce que je dis. Vous expliquez ça à la télévision, personne ne vous comprend, puis votre message ne passe pas. Mais je pense qu'il faut travailler ça. Et donc, ça change parce que, justement, les investisseurs se rendent compte que pour protéger leur propre capital, pour protéger leur valeur qui est placée dans une entreprise sous forme de fonds propres, sous forme de dette, sous forme de n'importe quel outil, ben, il faut qu'on essaye de maintenir le cadre dans lequel on est. Donc oui, on a une pression. Et quelque part, là, il y a eu d'ailleurs des changements. Vous avez dû suivre ça avec, sur la divulgation de ces éléments financiers et de ces risques. Ça va d'ailleurs être basé entre Montréal et Francfort. Hein, l'antenne, le siège nord-américain, c'est Montréal. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça, pour la ville en général, puis pour le fait d'avoir des experts ici. Mais l'aspect de dire quel est le risque du changement climatique dans la valeur de l'entreprise et que toutes les entreprises soient sur le même sujet évaluées de la même manière pour qu'on ne puisse pas cacher les choses. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ce n'est pas juste une excellente nouvelle pour Boralex parce que je pense qu'on est un bon joueur là-dedans et que ça devrait réduire de ce fait notre coût de capital. Mais c'est une bonne nouvelle pour la société, c'est une bonne nouvelle pour l'humain. Merci beaucoup pour votre réponse, en fait, à cette question-là. En fait, on va aller dans l'auditoire. Martin, comment souhaitais-tu procéder? Ah, OK. Merci.
Merci pour la présentation. Je voulais savoir, Boralex, est-ce que ça se spécialise vraiment juste dans l'électrification ou est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres travaux qui se font? Puis sinon, c'était quoi les possibilités de carrière qu'il y a en ce moment ou qu'est-ce que vous recherchez? Alors, Boralex, on est un producteur d'électricité verte. Donc, on n'est pas un développeur d'éoliennes, on n'est pas un développeur de technologies. On installe des technologies qu'on achète, on développe des projets, on investit et on les exploite à long terme. Donc, on part du greenfield, là, de zéro. On identifie avec un SIG, par exemple, un endroit où il y a une ressource, éolienne ou solaire, une interconnexion, la place pour installer des équipements. Ensuite, on se rend sur place, on rencontre les élus, on rencontre les collectivités, on développe un projet, on dépose une demande d'autorisation, on va se trouver la moyen d'avoir un contrat. Ensuite, un jour, on finance, on investit, on construit, et puis on exploite. Et on a même eu des cas en France où on a des éoliennes qui sont suffisamment âgées pour les avoir remplacées. Quand on a la possibilité de... La technologie a tellement évolué que dans certains cas, il y a 15 ans, c'était la bonne technologie, mais aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de produire plus parce que les machines, essentiellement, sont plus grandes, sont plus hautes et sont plus efficaces aussi. Et après, il y a d'autres cas, comme sur la photo, là, les petites éoliennes que vous voyez, c'est des 800 kW. Celles-là, on les remplacera probablement jamais parce qu'au niveau des règles de l'environnement, on ne pourrait pas les reconstruire aujourd'hui. Donc, les gens ne sont pas contre, on les exploite à moindre coût avec la vision de plus long terme. Donc, tout ça pour te dire que on offre des jobs dans vraiment techniques. Un ingénieur, on a je crois 2 personnes dans l'équipe d'évaluation de productibles qui s'occupent donc de gérer des mesures de vent ou des mesures d'ensoleillement, puis d'évaluer ce qu'un projet à long terme va produire comme énergie éolienne, enfin comme électricité à partir d'éolien ou comme énergie solaire, puis tout le travail sur les incertitudes, puis comment on réduit les pertes, puis comment on réduit les incertitudes. On a des gens qui font ça chez Boralex. On a des gens qui font du raccordement électrique. Alors, il y a l'aspect de dire on étudie vraiment le raccordement du projet à un endroit où on essaye, parce que ça, c'est une façon de développer au mieux des projets aujourd'hui quand les réseaux sont un peu contraints, c'est d'identifier où dans le réseau au Québec on peut encore aller rajouter des éoliennes. Aujourd'hui, par exemple, la Gaspésie, le réseau est contraint pour ramener de l'électricité de Gaspésie à, disons, la région de Québec, Montréal, ou même de l'exporter aux États-Unis. Il n'y a plus de place sur les lignes. Donc, on ne va pas développer des projets en Gaspésie. Il faut développer des projets ailleurs. Ça, c'est un autre exemple de job. Là, on va avoir la construction du projet qui s'appelle Apuiat sur la côte nord. C'est 200 mégawatts. Aujourd'hui, 200 mégawatts, c'est une cinquantaine d'éoliennes, disons. C'est des machines de 4 mégawatts. Donc là, il va y avoir un tas de projets de chantier. Quand on dit chantier, ça veut dire la conception, la réalisation, la santé-sécurité. Et après, on a toute la période d'opération puis d'exploitation. Puis une des particularités de Boralex avec notre histoire filiale du groupe Cascade, du groupe Papeterie Cascade à une époque, c'est qu'on n'a jamais été, comme beaucoup de confrères dans notre secteur, à ne pas oser réaliser la maintenance nous-mêmes. Beaucoup de gens dans le secteur qui sont des investisseurs et qui sous-traitent soit aux fournisseurs de panneaux solaires, soit aux turbiniers. Ils gèrent des contrats. Ils font de l'asset management. Nous, évidemment, on gère nos actifs, mais on a aussi un tas de gens qui sont capables de travailler là-dessus. Donc, en France, on a un ingénieur qui est un expert en vibration, capteur de vibration, mesure de vibration, puis comment ça dérive, puis quelle est la cinétique de tous ces aspects-là. Donc, on a vraiment des jobs, on n'a pas beaucoup de chimistes, tu vois. Si je te donne un exemple dans le sens inverse, mais sinon, on a quand même pas mal de possibilités d'emploi et clairement, on est à la recherche de forces vives, comme on dit chez Boralex, de nouveaux collaborateurs. On peut vous offrir des carrières, que ce soit au Québec, que ce soit le pont vers la France, parce que l'inverse est vrai, hein, c'est bien de venir au Québec, c'est sympa d'aller en France aussi, parce qu'il y a plein de choses à apprendre là-bas. Donc on a un tas d'opportunités aujourd'hui qui sont possibles. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question?
Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, avec justement le développement des énergies renouvelables, vient la question du stockage de l'énergie. Je me demandais, Boralex, en fait, vous positionnez comment face aux technologies qui sont viables pour le stockage de l'énergie à grande échelle? Alors, le premier point, c'est ça dépend vraiment du marché dans lequel on est. Si on parle de tout l'Ouest européen, continental, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire du stockage aujourd'hui parce que c'est un réseau qui est très grand, qui est très interconnecté, avec beaucoup de centrales hydro sur des lacs, avec et beaucoup comment on dit, de pump storage, hein, donc des centrales avec 2 lacs qui permettent de gérer ce genre de choses. Donc, on peut, avec du stockage sous forme de batterie, typiquement, on peut aussi faire des services systèmes. On peut participer à du black start, on peut participer à de la capacité, on peut participer à du réglage de fréquence. Mais en Europe, ça ne rapporte pas beaucoup de sous aujourd'hui pour toutes les raisons, parce que le réseau est solide. Si vous êtes dans la région de la ville de New York et de Long Island, où le réseau est très contraint et où la production se fait de moins en moins, parce qu'on arrête des centrales au gaz, ils ont arrêté la centrale nucléaire d'Indian Point, vous avez des contraintes de réseau, vous avez un réseau qui est un peu plus faible, donc vous pouvez avoir un intérêt d'aller installer du stockage, et vous avez des mécanismes de soutien qui vous permettent de quand même de rentabiliser votre actif, parce que l'enjeu, c'est pas de dire j'installe, puis dans 2 ans, il y a une nouvelle batterie qui vient se mettre virtuellement à côté de moi sur le réseau, qui a coûté moins cher et qui prend ma place, et il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, il faut aller chercher des contrats à long terme pour permettre de rembourser votre truc. L'exemple le plus frappant, c'est certains États d'Australie où le réseau est encore plus faible parce que les distances sont encore plus grandes, puis la densité de population est très faible, où là, il y a eu des projets, il y a eu un projet très, très médiatique là, avec des batteries Tesla qui avait été fait, parce que là, l'utilities local, l'Hydro-Québec local, offrait des contrats qui sont quasiment un remboursement de loyer. Vous construisez votre actif, vous en occupez. Puis... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on regarde au Nouveau-Mexique, dans l'Ouest américain, en Californie. Il y a beaucoup de développement là-dessus. Nous, on a un certain nombre de parcs solaires installés en Californie. Ce qui est difficile, c'est l'accès au réseau. Comme on a des parcs solaires, on a des accès au réseau. Donc, on a fait des demandes pour installer, on va dire, dans la clôture de notre parc solaire, des batteries. Alors, après, est-ce qu'on regarde d'autres techniques? La réponse est non aujourd'hui. Je pense que peut-être ça va évoluer à terme. J'ai une vision qui n'est pas précise, par exemple, sur que va amener le développement de l'hydrogène par rapport au stockage.